Dernière partie de cette émission Quantique Planète avec Bertrand Leroy, La porte mystérieuse du Mont Saint-Michel aux éditions Pascal Gallaudet. Bertrand, pour reprendre, j'aimerais qu'on revienne sur la glande pinéale notamment, puisqu'on parlait effectivement que ce soit différents psychotropes comme le bois sacré avec l'iboga ou et des techniques l'ayahuasca. naturelles aussi. Alors justement, puisqu'on parle de la glande pinéale, en tout cas c'est là où je voulais nous introduire sur cette fameuse DMT naturelle. Qu'est-ce que les scientifiques ont pu constater concernant cette glande pinéale et à quoi elle est associée là, encore une fois, on retourne à l'Égypte. C'est vrai que la glande pinéale a la structure d'un œil en fait, quoi, d'un point de vue, c'est les mêmes cellules souches, enfin c'est les structures d'un œil quoi, qui se calcifie en fait. Le thymus s'atrophie lui. On va revenir là-dessus, mais la glande pinéale, dès la naissance, elle commence à se calcifier quoi, jusqu'à devenir, quand on est une personne âgée, c'est un caillou quoi, sur les radios du cerveau, on voit un truc dur quoi, qui est là, qui est mort en fait quoi, oui, qui a réagi à la lumière, donc a produit la mélatonine, c'est en rapport à la sécrétion hormonale. Et les scientifiques ont remarqué que la DMT était endogène en fait, quoi. Il y avait, le corps humain était capable de produire de la DMT, donc une des hypothèses de certains scientifiques, c'est que ça pourrait être produit par la glande pinéale qui se calcifie. Et donc l'autre hormone, l'autre centre intéressant, l'autre glande endocrine, c'est le thymus dont on a parlé au début de l'émission, un petit peu, qui lui est au niveau du cœur, et lui s'atrophie au moment de l'adolescence, quoi. C'est marrant, ça coïncide un petit peu avec cette entrée au collège aussi, avec ces moments où d'un coup... l'intellect se développe. Ouais, et puis on a les premières blessures émotionnelles aussi, un petit peu, des choses comme ça, donc... Bon, mais c'est pas inéluctable, quoi. Il y a des méthodes de décalcification de la glande pinéale, il y a aussi des méthodes pour remuscler son thymus, quoi, enfin le vivifier. Oui, il y a des études, c'est intéressant d'un point de vue psychonautique, parce qu'effectivement, peut-être la vie, enfin, il y en a, ils disent au moment de la naissance, en fait, il y aurait un rush de DMT dans le cerveau, en fait, et au moment de la mort aussi, quoi. Donc, il y aurait, comme la vie, tu vois, qui serait un trip initiatique, quoi, un vrai voyage de la conscience, quoi. Donc ça rejoint un peu ce fond diffus cosmologique aussi, où un éternel présent, où le passé, présent, futur sont déjà là, et au moyen de cette DMT qui est dans tous les végétaux de la Terre. Il y en a partout de la DMT, en concentration plus ou moins élevée, mais il y en a. Rick Strassman, c'est un psychiatre, un médecin américain, c'est le seul, je crois, qui a mené des études vraiment sur des humains d'injection de DMT en intraveineuse, et qui a des récits qui l'ont stupéfié, quoi. D'ailleurs, j'ai revu une interview de lui récemment, c'est vrai qu'il est devenu mystique quelque part, quoi. Il y a quelque chose, il a découvert, il avait appelé la molécule de l'esprit, quoi, DMT. Alors voilà, c'est une... Qu'est-ce qu'il avait observé chez les témoignages des volontaires des témoignages qui l'ont bouleversé, quoi, sur le sentiment d'éveil, de connexion avec le divin, mais aussi avec le phénomène extraterrestre ou ovni, quoi. Il s'est rendu compte que il y avait beaucoup de témoignages d'abduction, quoi, notamment des gens après leur injection de DMT qui se retrouvaient dans des vaisseaux spatiaux, en fait, et face à des extraterrestres, mais conscients, qui étaient surpris de les voir arriver là, d'un air, mais qu'est-ce que vous foutez là, non, vous n'avez pas le droit d'être là, rentrez chez vous, quoi. Et, bon, dans le phénomène ovni aussi, on retrouve un petit peu de ça de plus en plus. Il y a un lien, un esprit qui se fait, on se rend compte qu'avec la méditation, il y a plus de chances de voir apparaître des phénomènes ovni, donc... c'est des hypothèses autour de la DMT, voilà, physiologiques. Je sais pas, après, c'est toutes les limites de trouver des ponts entre la science et la spiritualité, quoi. Je crois que... Je sais pas si un jour on aura un dialogue complètement fluide de ces points de vue-là, parce que c'est quand même deux chemins, mais il y a des ponts qui peuvent s'installer de temps en temps, et c'est vrai que c'est intéressant, je pense... toutes ces études qui ont pu avoir lieu, quoi, par contre, qui sont confidentielles en France, même si aucun Rick Strassman... Et est-ce qu'on sait pourquoi, justement, la glande pinéale se calcifie. Ouais. Parce qu'on ne l'utilise pas, je pense, tout simplement, quoi. C'est parce qu'on remarque chez les Tibétains qui, eux, méditent régulièrement, qu'elle est encore vivante, quoi. Ils ont même leur fontanelle qui se réouvre. En fait, il y a tout un mécanisme, vraiment, du corps qui
qui réagit à la méditation. C'est pas juste psychologique, quoi. Il y a ni spirituel, il y a aussi une dimension matérielle de ça. D'ailleurs, c'est le Dalai Lama qui le dit, quoi. Il y a certains rituels chez les Tibétains où tu dois méditer comme ça dans l'obscurité jusqu'à ce qu'on puisse te mettre un brin d'herbe dans la fontanelle et que ça tienne debout, quoi, en fait. Ouais, il y a vraiment l'ouverture de ça, comme un bébé qui naît à la fontanelle, c'est le trou qu'il y a chez les bébés, on le voit, quoi. Ça respire, on voit, ça palpite, quoi, parce que le crâne n'est pas encore refermé du fait du passage dans l'utérus, ça a besoin de garder une certaine flexibilité, et après, bon, bah, ça se referme, et puis la glande pinéale, pareil, qui sert de moins en moins, et puis elle se calcifie, quoi. Donc, bon, après, il y a tous les débats autour du fluor, parce que le phénomène de conspiration, c'est un peu emparé du truc, quoi. Peut-être qu'il y a des liens avec ça, je sais pas, mais déjà, si on médite, elle est active, enfin, on voit des images, il suffit de dormir la nuit pour quand même se rendre compte que les gens, des fois, me disent, ouais, j'ai pas de vision, je vois pas, mais bon, je vous dis, pourtant, la nuit, quand tu dors, tu vois des images, c'est ça, peut-être ils s'attendent à un truc Matrix hollywoodien plus, mais c'est aussi ça, c'est le monde du rêve, c'est une texture. Bon, l'expérience vraiment, enfin là, je parle plutôt de l'iboga, et l'expérience ayahuasca, la DMT est quand même beaucoup plus psychédélique et plus, pas artificielle, mais il y a un côté vraiment là, on est déconnecté, on se retrouve dans des géométries sacrées, des mandalas, des formes, et même des couleurs, quoi, des couleurs qu'on ne voit pas, mais qui rejoignent cette lumière un petit peu, parce que c'est quoi la lumière? D'ailleurs, je relisais un passage des évangiles de Matthieu, Matthieu 16, chapitre 16, où il parle de l'œil qu'il faut entretenir son œil, quoi. C'est vraiment important, quoi, parce que c'est là que naît la lumière, en fait. Donc, la lumière, pour moi, c'est le feu sacré, justement, des alchimistes, c'est de reconnecter cette lumière. Et voilà, c'est des mots, c'est toujours mettre en mots. Mais voilà, disons qu'il y a des moments où on ferme les yeux, c'est plus noir, quoi. Il y a vraiment une lumière qui nous envahit. Et c'est la grâce, quoi. Enfin, c'est un moment, c'est une étape, mais c'est un concept d'évolution, quoi. Je pense que, enfin, moi, j'y vois beaucoup de sens à tout ça. On parlait des phénomènes ovnis, mais que voilà, c'est aussi une technologie, en fait. C'est une technologie, la spiritualité. Et c'est quoi? C'est Arthur C. Clarke qui disait toute technologie suffisamment avancée se confond avec la magie, quoi. Et nous, on se gargarise un petit peu de nos ordinateurs, de nos puces en silicium, parce qu'on fait dans le nanomètre. Mais quand tu vois la puissance technologique de l'ADN, de nos cellules, nous, c'est 1000 milliards de cellules, c'est plus d'étoiles dans la galaxie, quoi. C'est une technologie qui est là, qui est partie au début d'un spermatozoïde et d'un ovule, quoi, et qui en moins d'une vingtaine d'années prend une proportion comme ça. Donc on utilise on dit des fois 10% de notre cerveau. Enfin voilà, on a plein de processus en nous. C'est comme une carte graphique, un petit peu la glande pinale, quoi. Des fois elle est branchée, ou elle n'est pas branchée, mais si tu la branches, bah, c'est upgrade de version 2.0, quoi. Bon, après, voilà, c'est pas non plus une fin en soi, je pense, parce que, voilà, au bout, c'est le cœur, c'est l'amour, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette tradition rosicrucienne qui parle de l'hormone christique, justement, qui est dégagée par le thymus et qui permet d'activer ça de façon naturelle, parce que je voudrais pas que les internautes se disent, ah ben voilà, il suffit de prendre un psychédélique pour voir. Non, déjà, il y a plein de gens qui prennent des psychédéliques et qui voient rien. Et l'objectif, quand même, c'est de ne pas dépendre de ça, quoi. Alors, là, les gens ils vont penser drogue. Bon, il n'y a aucune dépendance qui a été démontrée et c'est impossible de devenir accro à l'iboga, à l'ayahuasca. C'est des plantes tellement difficiles à avaler, tellement éprouvantes qu'à chaque fois, si on doit y retourner, il faut vraiment se mettre un coup de pied au cul et se dire, bon, j'y vais parce que j'ai envie. Mais voilà, c'est une fois par an, c'est des choses, c'est quand même très, très, très faible. Et on ne peut pas cumuler ce type d'expérience non plus sans fin parce que c'est. Après, on risque de se percher trop. En plus, c'est ça souvent le risque avec les gens qui enchaînent ces initiations. On voit beaucoup la mode néo-chamanique, des gens qui prennent, qui reprennent, qui reprennent. Et qui restent comme, et le danger de ça, c'est qu'ils n'ont pas le temps de déplier les expériences. Donc, tu vois, ils accumulent sur le plan spirituel des choses, mais la matière ne suit pas derrière, quoi. Et à un moment, bah, l'atterrissage se fait quand même. Et là, on se prend les murs dans la gueule. Comme Galade. Il faut faire avancer les deux ensemble. Donc voilà, on n'est pas pressé, on est précieux, quoi. Près des cieux. Mais il faut avancer. Un petit peu l'angle des oiseaux. En même temps, on parle de l'aïa ou du bois sacré. Et en Europe, on avait nos propres psychotropes.
Oui. pour nous Bah, accompagner. la psilocybine, d'ailleurs, ça rejoint Jean-Claude Flornoy. On parlait tout à l'heure des 9 inconnus. Alors je le tiens, c'est de la tradition orale pour le coup, parce que il devait écrire un livre sur le sujet dont il a transmis le manuscrit à ses enfants d'ailleurs, et je ne sais pas si ses enfants ont pour projet de l'éditer. Mais lui, il appelait ça, il se connectait à la mémoire du monde. Il avait des méthodes végétatives. Enfin, c'était des exercices corporels, hein, pas du tout liés à des plantes ou quoi que ce soit, mais qui mettaient dans des états visionnaires. Comme on disait, la vision, c'est la sueur, donc il y a plein de moyens d'arriver à ça. Et c'était connecté au Moyen-Âge, quoi. Et c'est lui le premier qui m'a parlé d'un commerce triangulaire qui existait en Europe autour de la psilocybine, des psilocybes, les champignons hallucinogènes qui poussent chez nous, avec les bâtisseurs de cathédrales, quoi, qui se fournissaient en champignons, qui échangeaient avec du sel, enfin, et qui retournaient sur les chantiers parce que. Il m'expliquait, c'est vrai, à l'époque, ils n'avaient pas 3D Studio, ils n'avaient pas les systèmes d'infographie qu'on a pour visualiser, modéliser les trucs. Donc ils prenaient ces champignons, qu'ils les remettaient dans des états, et hop, c'est vrai que c'est des états, pour ceux qui connaissent ou quoi, où bah, la graphie, les 3D, tout ça, modélisé, tourner autour des objets, les observer par en dessous, tout ça prend vraiment corps à l'intérieur de notre esprit, et ça rejoint notamment quand on regarde certains vitraux. Voilà, les psychonautes, tout ça, reconnaissent, quoi, savent que ça parle. Quand tu as déjà vu ces choses-là dans des états visionnaires et que tu les vois dans des vitraux d'église, tu comprends où ils sont allés chercher ça, ou même certains mandalas tibétains aussi, où tout est lié, ou même les vibrations du son, quand ils font vibrer du sable sur certaines fréquences, on voit que ça crée des formes, des mandalas aussi. Donc, Il y a un nom particulier pour ça, dont je ne me rappelle plus. des ondes de forme, je ne sais plus, enfin en tout cas c'est... Oui, c'est intéressant. Mais bon, nous, on a l'Inquisition qui a brûlé nos chamans, quelque part. Donc, on va aller chercher en Amérique du Sud, en Afrique. La mandragore, la datura, le gui, la belladone. psilocybine, autant de psychotropes qui existaient dans. Mais très dangereux, là encore, très dangereux. Et, voilà, faut pas utiliser ça sans chaman ou sans maître. C'est clair. Dans ce creuset qui est le sentier, dans cette voie royale, donc l'alchimie opère à travers le corps le long de ces 4 jours, le long de ce pilier central dans l'arbre des séphirotes, une déconstruction de notre sphère ou une manière de la polir, que l'ego puisse laisser un peu plus passer la lumière. À travers l'alchimie, on voit donc 3 voies, la royale, la sèche et l'humide. Il y a 3 principes, le mercure, le soufre et le sel. Le mercure, c'est l'essence, le soufre, c'est la personnalité, le sel, le corps physique. Pour voir ça comme ça, oui, le corps, l'âme et l'esprit. Oui, 3 œuvres. Donc pour le mercure, ou l'essence, c'est le blanc. Le soufre, la personnalité, c'est le noir. Et le sel, le corps physique, le rouge. Et bien entendu, comme tu viens de le dire, encore une fois, cette notion de trinité, on retrouve le vitriol, où je te laisse dire... visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Et ça, c'est un truc du sentier, ouais. Pourquoi l'initiatique, c'est aussi parce qu'il part de là, quoi. Je pense qu'il part du noir pour aller vers la lumière. Il part des ténèbres pour aller vers la lumière. C'est cette idée, justement, de la catabase, de cette descente du Christ qui est au fond de la matière pour révéler la lumière. Et c'est vrai, j'ai des pèlerins. Je me souviens de marcheurs, une fois, qui m'avait fait une réflexion sur la couverture noire de mon livre, en disant, oui, le noir, ça fait peur. Le noir, c'est... Pourquoi tu ne l'as pas fait blanc voilà, et voilà, c'est là qu'on discute avec eux que non, en fait, la vraie lumière, tu la trouves au fond de tes lumières, au fond de tes ténèbres. C'est important de descendre pour trouver ton maître intérieur, traverser tes peurs, tes ombres et tout ça, parce que c'est là qu'est le trésor. Sinon, tu vas choisir une lumière à l'extérieur de toi, un gourou, un maître, qui va te montrer le chemin, mais même le rôle du gourou, du maître, sera un moment, tôt ou tard, de te renvoyer vers toi-même. Et de te soulever le tapis, regarder ce qu'il y a, et puis creuser. Et en creusant, on trouvera la pierre cachée, en rectifiant, quoi. Après, c'est ça, il y a cette notion de rectification de Saint-Michel, qui est le patron des alchimistes aussi, parce qu'il a cette capacité d'équilibrer, de rectifier à l'épée, par contre. Donc ça tranche, très tranchant, l'énergie de Michael. Est-ce que c'est à travers toutes ces traditions, on sent donc
cette affinité avec la quête du Graal, tout ce qui peut graviter autour. On sent cette affinité avec l'alchimie, avec l'autre tradition qui est le Bwiti pour toi. Quand, par exemple, là, on voit l'archange, qu'est-ce que ça évoque dans cette idée de religion ou de l'image du dogme catholique? Comment tu te positionnes? Parce qu'en même temps, tu me disais, oh, tiens, j'ai lu dans le testament d'un tel ou tel épître, bref, des références qui sont du Nouveau ou de l'Ancien Testament, qu'importe. Comment tu te positionnes vis-à-vis de l'image que peut représenter un archange? Parce qu'on dit archange en rapport avec la religion judéo-chrétienne. On parle de Michael, il a une armure, il a un bouclier, il est couronné, un plastron, une épée. Enfin, il y a un côté très image d'Épinal de ce que peut représenter tout le. Alors, je vais dire le bestiaire, mais c'est pas le terme, mais toute la panoplie des images saintes, la Vierge, Jésus, etc. Donc très connoté. Ouais. C'est une question intéressante parce que c'est vrai que en fait je me la posais pas, mais des clients m'ont fait remarquer, soit une cliente du pub, une copine presque en fait, pas tant des clients que des amis qui viennent ici, qu'elle avait été dérangée par Saint-Michel quoi. Cette présence dans un pub, tu vois, elle comprenait pas. Parce que justement, elle était vraiment sur ce référentiel, un petit peu cette imagerie d'Épinal, des anges. Tout de suite, ça envoyait dans les églises des trucs un peu morbides, d'ennui d'enfants à la messe, de prêches, de curés désincarnés. Donc, mais elle n'avait jamais osé m'en parler, quoi. Et puis un jour, elle me l'a dit. Et puis c'est là j'ai pris conscience. C'est vrai, j'expose ça à la vue des gens. Et il y a des gens. Comment ils l'interprètent, parce que moi je suis arrivé par là par un chemin assez détourné quoi, tu vois, j'ai quand même pris, on parle de sentier, tu vois, j'ai serpenté, après pour moi tu vois la religion, la Bible quoi, c'est l'autoroute quoi. C'est l'autoroute, il y a tout dedans, c'est pour ça que j'en parle et que plus j'avance dans mon chemin et plus je me suis rapproché de la Bible aussi, de l'enseignement du Christ, parce que je suis pas quelqu'un qui va aller à la messe tous les dimanches par contre, hein, mais j'y vais au moins une fois par mois quand je marche quoi déjà. Mais je m'en suis rapproché parce que il y a tout dedans. Mais comme un autoroute, tu vois, des fois, l'autoroute, bon, bah, tu vois pas trop les paysages à côté, quoi. C'est tout droit, c'est sûr, tu vas pas te perdre, tu vas arriver, tu peux même prévoir à peu près à quelle heure, quoi. Mais bon, des fois, il y en a qui préfèrent prendre la voiture et puis prendre les petits chemins de campagne qui serpentent à côté, voir du paysage, s'arrêter au bord de la route, pique-niquer, rencontrer des gens, festoyer. Voilà. Donc j'ai pris le chemin des écoliers, un petit peu ce côté. Stalker qui m'a emmené voilà, en Inde, au Gabon. Et comment moi j'ai rencontré l'énergie de Saint-Michel, en fait, c'est au Gabon, quoi. C'est dans cette initiation traditionnelle au milieu de la forêt primaire africaine, quoi, d'un truc avec des pygmées, des trucs, jamais tu t'attends à entendre parler de Jésus là-bas, quoi. Ou alors par des missionnaires, et puis tu te dis, bon, bah, les pauvres, ils ont dû prendre des coups de bâton pour y croire. Enfin, moi j'étais un peu dans cette logique-là, d'ailleurs. Et la première fois que j'en ai entendu parler, d'ailleurs, j'ai eu une réaction de rejet en me disant, oh là là, je suis tombé dans une tribu évangélisée, un syncrétisme. Voilà, et c'est en creusant un petit peu avec eux, et puis déjà en participant à cette initiation traditionnelle qui effectivement est connectée à ces hiérarchies célestes, à cette tradition primordiale, à cette gnose quoi, qui est là, et qui est la même pour tous en fait. Mais par contre, on la manifeste selon nos aptitudes technologiques aussi des lieux, quoi. C'est-à-dire que bah oui, dans la forêt, ils n'ont pas comme nous, tu vois, les peintures, le plâtre, quoi faire des belles sculptures, mais ils les font en raffia, ils les sculptent, mais ils ont les mêmes attributs. C'est le gardien, c'est le gardien du seuil, c'est lui qui laisse passer, qui va terrasser, qui combat le mal, le kambo, on appelle ça dans le bouti, quoi. Le kambo, c'est le gardien du temple, quoi, qui est là avec son épée, il va chasser les mauvais esprits. Bon. Et après, quand on leur a parlé de Saint-Michel, tout de suite, ils ont fait, bah oui, on le connaît. Donc, tu vois, c'est pour ça, à mon avis aussi, la religion catholique, chrétienne, en tout cas, n'a pas eu tellement de mal, toi, à se plaquer sur les autres. C'est parce que
Elle a réutilisé des codes qui existaient déjà, toi, même le Christ, symbole solaire, de tout ça, c'était déjà... les gens étaient prêts à recevoir ce message-là, et puis quand on leur a parlé de Saint-Michel, il y a des gens qui ne sont pas rentrés en résistance avec ça, quoi, d'ailleurs. Donc voilà, moi je l'ai rencontré sous forme d'abord de vision, en fait, quoi. C'était vraiment des choses... Donc j'ai une image, moi, si toi, je pense Saint-Michel, c'est pas celle que je vois à l'église ou au cimetière, quoi. C'est quelque chose qui est très lumineux, qui est très... les filaments, c'est coloré, c'est beau, c'est une énergie d'amour qui te pénètre, quoi. C'est Excalibur, c'est cette épée qui se plante en toi aussi et qui t'ouvre le cœur, quoi. Donc voilà, dans le pub, il y a aussi une image de Jésus qui monte le cœur, toi, parce que moi je trouve ça très beau, quoi, toi. Mais elle est posée au milieu, derrière les bouteilles, à côté des bouquins, sous les photos. Enfin, toi, c'est un peu le patchwork du pub. On te regarde, il y a des bouquins qui se mélangent un petit peu partout, parce que ouais, c'est comme ça que je l'ai rencontré aussi, quoi, toi. Et je pense que c'est bien de le dépoussiérer un petit peu, tout ça, quoi, de réussir à dépoussiérer les crucifix, les statues. Moi, je l'ai récupéré, cette statue, dans un presbytère à Lons-les-Abbayes. Elle m'a été offerte, tu vois. C'est un cadeau qui a de l'importance à mes yeux, et elle a croulé sous la poussière, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis permis un jour d'aller voir le prêtre en lui disant, mais vous savez, cette statue qui prend la poussière, qui voit personne. Moi, j'ai un pub, j'aimerais la mettre, quoi, parce que voilà, même quand on parle que le sentier est opératif, même inconsciemment, tu vois, je pense qu'il y a certains symboles qui sont là et qui peuvent agir inconsciemment sur les gens et de façon positive, tu vois. Je n'irais pas mettre des trucs dark ou quoi, tu vois, mais... En même temps, je fais juste une parenthèse, puisque tu as suivi l'histoire, que la statue en haut du Mont-Saint-Michel de l'archange a été redorée, etc. Ouais. Et a été posée il n'y a pas longtemps. Donc, Ouais. Je l'ai revu, là, ça y est, le dernier sentier, ils venaient de la reposer, ouais. Ouais, ils ont bien... Il y a un avant, un après, ouais, là, il y a beaucoup plus d'étincelles encore. On a besoin de symboles, toi, justement, dans cet effondrement de la société auquel on assiste en ce moment. Tu vois, il y a un moment où alors on tombe dans les fondamentalismes après aussi, les fondamentalistes, tu vois, c'est ça, quête d'identité, retour pensée unique, caricature, mais on a besoin, ouais, le Mont-Saint-Michel, c'est un de ces symboles aussi, quoi. Et d'ailleurs, qui on voit dans l'Apocalypse à la fin qui revient terrasser le dragon, bah, c'est Saint-Michel, quoi. Donc il y a aussi cette dimension là, prophétique, en tout cas, que Saint-Michel a son rôle à jouer dans la crise qu'on traverse, peut-être. Enfin voilà, là c'est mon point de vue mystique qui s'exprime. Parce que, oui, tout à fait. Mais en même temps, le symbole, toute la symbolique tend à aller dans ce sens-là aussi. Puisqu'on parle de l'Apocalypse de Jean, on parle des relations, et que bon nombre d'entre nous constatons que voilà, tout ce qui était caché, maintenant tout se sait pour celui qui vraiment... et puis là, même eux, ils n'arrivent plus à le cacher, quoi. Oui, c'est difficile de ne pas vouloir voir ce qui est, quoi. On peut se voiler la face un certain nombre de fois, mais... Donc, oui, cette idée qu'on est dans une ère qui devient de plus en plus transparente, où les voiles se déchirent, tombent les uns après les autres, où nos sphères réciproques et collectives sont de plus en plus polies, laissent de plus en plus passer la lumière, et qu'on mentionne peut-être d'une manière imagée, peut-être dans l'Apocalypse de Saint Jean, le fait que effectivement l'archange et ses troupes terrassent le dragon. Est-ce que ça ne veut pas impliquer justement une autre partie du livre, qui est justement de cette énergie christique qui, on parle d'énergie, on parle de gnose, qui se déverse chez tout à chacun. Tu parlais tout à l'heure de, ben voilà, il y a Bertrand, il y a Bertrand Christ, enfin différents éléments, hein, pas forcément associés. Ça. Je pense qu'on est en train d'arriver dans le troisième évangile, enfin dans le troisième testament. Le troisième testament, il y a eu l'Ancien Testament, on avait ce Dieu qui foudroyait, avait par le feu, comme l'humanité, un animal sauvage qu'il fallait vraiment domestiquer comme un animal, quoi, vraiment. Après, on a eu le Nouveau Testament qui est arrivé avec Jésus qui est venu, qui a fait je vais vous montrer l'exemple, je vais vous montrer la marche à suivre. Suivez-moi, d'ailleurs, c'est le message du Christ, suivez-moi. Et maintenant, on arrive dans le Troisième Testament, c'est-à-dire que maintenant, on a eu le modèle, c'est à nous de le mettre en pratique, quoi. Donc, on a un mode d'emploi. Il faut peut-être, comme une tradition, ça se réactualise aussi. Il faut peut-être aussi un petit peu... alors, c'est délicat, et en même temps, je dis ça... c'est un livre saint, tout est dedans, quoi. Faut peut-être pas forcément non plus. Après, dans la manière d'exposer, peut-être, je sais pas, un nouveau catéchisme. Et voilà, je suis pas pour la Bible en manga, même si j'ai vu l'autre fois ils avaient sorti la Bible en manga, c'est pourquoi pas. Mais...
Alors, qu'est-ce que quand justement Pierre arrive au Mont, il rencontre toute l'équipe des Néo-Stalkers. Donc il y a Arthur, il y a Stelio, il y a Clara bien évidemment, il y a Maya aussi D'ailleurs. qui est présente. Bref, chacun d'entre eux est un personnage en tant que tel, assez fort. Pierre est assez bluffé par l'aura que dégage chacun des... Ouais, ils ont une puissance. ouais, ouais, Un peu comme on voit dans Matrix aussi, ouais, quand c'est ils vrai, débarquent c'est vrai. dans la vue foule, on les reconnaît. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, ils sont poursuivis par ceux qui... une de ces confréries dont on a parlé, qui désirent les évincer parce que les néo-stalkers sont amenés à éveiller un petit peu trop de monde à leur goût. Et en même temps, c'est là où Pierre apprend une des dernières pièces de la vision d'ensemble du puzzle, celle qui est liée au soleil. Ouais. Et en même temps, bon, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire sur en même temps le cœur, le fait de s'éveiller, le fait de la lumière d'en haut qui va connecter la lumière d'en bas et inversement. Ouais, le soleil. Et de cette croix, encore une fois, de cette verticalité qui fait cette connexion tertielle et puis de cette horizontalité, et l'homme au centre, avec ce cœur rayonnant, normalement, Ouvert. équilibré, où il n'y a pas d'un côté le corps et puis l'esprit, où vraiment les deux sont bien dans la balance équilibrée, où l'archange peut faire son office pour ouvrir le cœur pleinement. Et ça se joue aussi avec le Christ. Quand on parle de Christ, on peut commencer par là, puisque c'est lié avec le soleil, et tu as fait référence durant l'émission. Comment tu vois la chose? Comment tu l'as décrit dans l'ouvrage, en tout cas? Ouais, oui. Bah, disons qu'à la fin, l'apocalypse du bouquin, donc là c'est bien, on aura raconté tout le livre, et c'est très bien. Après, si ça peut donner envie à certains d'approfondir après à travers le livre, mais voilà, on va vers une apocalypse solaire en fait, quoi. C'est-à-dire secret de Fatima. On a dit, c'est vrai, les premières apocalypses par l'eau, quoi. C'était le déluge, tu vois, avec la prochaine, il y a des prophéties qui sont autour de ça, que ça sera par le feu, quoi. Et en fait, le soleil, nous on voit une boule jaune dans le ciel, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, quoi. On voit jaune parce que c'est nos sens qui le voient comme ça, quoi. Mais tu vois, c'est un gloubi-boulga d'énergie géomagnétique, de trucs, de fusion dans tous les sens, qui rayonne et qui émet des particules et qui est éruptif, qui génère des éruptions solaires, quoi. Mais qui ont déjà eu lieu, quoi, sur la planète. Notamment l'éruption solaire de Carrington en 1850, des brouettes, où une des éruptions solaires a frappé la Terre et a cramé tout le réseau télégraphique de la Terre. On a eu des aurores boréales jusque sur l'équateur, quoi. C'était un truc, et à l'époque, voilà, il n'y avait que le télégraphe, quoi. Donc c'était embêtant parce qu'il y a des opérateurs qui sont morts, télégraphiques, pris par la décharge. Enfin, ça, c'est dans n'importe quelle encyclopédie, on trouve, c'est très bien référencé, quoi. Et ça peut nous arriver d'un instant à l'autre, quasiment, quoi. C'est un truc qui nous appartient pas, le soleil. Il vit sa vie aussi, il a ses humeurs, il a ses trucs, et peut-être même une intelligence, justement, un logos, un créateur, ce côté aussi du Christ, quoi. Donc voilà, et après, rien n'empêche d'imaginer que, au-delà des désordres matériels que génère une éruption solaire, aujourd'hui, tous nos satellites se casseraient la gueule, les centrales atomiques exploseraient. Enfin, il y a des gens qui vont loin dans le catastrophisme, et pourquoi pas, hein. C'est vrai que ça serait radical, mais on pourrait aussi imaginer des conséquences spirituelles, mystiques, sur une telle éruption de particules qui modifierait peut-être notre perception, nos champs vibratoires, nos champs de perception, quoi. Voilà, je pense que la perception, c'est peut-être une erreur, en tout cas une imprécision de penser que c'est fixe et immuable, quoi. On est sans cesse modifié par notre environnement. Il suffit de boire un café le matin pour que ça change. Et au-delà de l'alimentation, la privation de sommeil, plein de choses. On disait la sueur, le sang, les larmes, tout ça aussi joue sur notre perception du monde. Le sentiment amoureux, quand on est amoureux, on va voir le monde rose, tout rayonnant autour de nous, et puis on va être triste, et puis on va voir que la pluie, et puis on va regarder nos pieds. Donc
Et oui, d'où ça vient, tout ça? Est-ce que, ouais, un soleil, une éruption solaire? Donc voilà, c'est un peu les No Stalkers, ils avaient réussi parce qu'ils avaient hacké un peu le principe des neuf inconnus, là, à récupérer certains de leurs bouquins Leurs et puis ouvrages, ouais. à Après, se tout rendre y compte était que effectivement c'était. rien de neuf sous le soleil, puisqu'on retrouvait tous déjà sur le net. Ouais. Ouais, d'ailleurs, qui avait été plus ou moins, sauf que là, c'était voilà, dans l'ordre, quoi. Il y avait moins utilisé de discernement parce que. Donc, il se prépare, ouais, il y a une idée de préparation, un éveil, un choc d'éveil global, quoi. Bon, c'est voilà, parce qu'il faut un ressort dramatique aussi. Et puis moi, ça me dit, ouais, c'est vrai que des fois, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait sauver un peu l'humanité? Ça pourrait être un facteur, ça, c'est justement un éveil planétaire, quoi, ou quelque chose une présence, mais c'est qui est prophétisé aussi, c'est qu'à la fin des temps, le Christ revient, quoi, et il sera multiple, quoi. C'est-à-dire, il y a cette idée qu'il reviendra sur toute la planète, chacun, comme l'Esprit Saint, comme la Pentecôte, toutes ces choses-là qui se seraient produites aussi, pourquoi pas. Ouais, à un moment donné, Pierre dit à Stélio, tu veux dire que le Christ voulait nous montrer la nécessité de canaliser le flux? Réponse de Stélio, il fit plus que cela, je cite. En vérité, je vous le dis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc c'est dans la Bible, sans aucun problème, vous l'aurez reconnu, en tout cas le Nouveau Testament. En disant cela, nous dit Stélio, il nous montrait explicitement comment nous libérer, comment canaliser le flux. Il pointait son cœur de son index. La porte est donc le cœur. Porte mystérieuse. Ouais. Bah oui, ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est pas Stargate, mais en même temps, c'est. On est peut-être pas loin, hein. Puisque finalement, ce dont on a parlé dans cette émission sur les différents organes, hormones qui nous constituent, neurones, avec ces trois cerveaux, et les états de conscience modifiés qui s'en suivent, puisqu'on a parlé d'électricité, de magnétisme, du haut et du bas, et que le cœur émet son propre champ électromagnétique qui est plus fort que celui qui émet le corps, que le soleil émet un champ électromagnétique, que ces vagues de tempêtes solaires, c'est des émissions ultra puissantes qui sont justement polarisées en magnétisme et qui vont impacter la Terre ou qui impacteraient la Terre. Et c'est intéressant de voir que tu as montré que l'utilisation qu'a fait le Vatican du télescope Lucifer dans le désert du Nevada ou de l'Arizona, je ne sais plus, pour l'observation du Soleil. Et puis, il n'y a jamais eu autant de télescopes ou de satellites tournés vers le Soleil et qui est observé à l'heure actuelle avec différents angles de façon à pouvoir reconstituer toute l'activité de ce dernier avec différents organes. Ils ont mis les moyens parce que justement ils se sont rendus compte du risque. La NASA, ils ont émis un rapport de risque, le coût que ça coûterait, c'est des milliards de milliards. C'est gigantesque. Mais bon, est-ce qu'on peut anticiper ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le faire, on saura 8 minutes avant, quoi, c'est tout. Ouais, 8 minutes avant, le temps que met la lumière du soleil pour nous arriver sur Terre. Donc c'est vrai que comment ne... Ouais, parce que les ondes, ça va moins vite en fait. Quoi. Les ondes magnétiques. Ouais, les ondes magnétiques, ça se déplace moins rapidement. Donc une chose en tout cas qui paraît évidente, c'est notre interrelation, encore une fois tout est lié, entre le microcosme, le macrocosme, et de notre interdépendance. Mais parce que c'est vraiment, mais ça c'est une des clés alchimiques. Hein. Ce qui est en bas est comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, pour les miracles d'une seule chose. Quoi. Mais il y a cette idée que le macrocosme est dans le microcosme. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'astrologie, j'en ai pas beaucoup parlé dans le bouquin parce que je n'étais pas un expert. Depuis, j'ai travaillé un petit peu ça aussi, mais c'est intéressant parce que ça montre que bah oui, le Soleil il est à l'intérieur de nous, les planètes sont en nous aussi, quoi, et que en fait l'univers serait une projection de notre intériorité, quoi. Ou réciproquement, notre intériorité serait la réflexion de l'univers. Et donc, c'est des cycles, c'est des planètes qui tournent les unes autour des autres. Tu as vu l'image de la vision cosmologique de l'univers comparée à un réseau neuronal? Ouais, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est fractal, quoi. C'est ce truc qui se déploie, qui se déplie, qui se déploie.
Donc avoir connaissance de ces cycles, après, voilà, c'est voilà, c'est intéressant. Il y a certaines portes qui s'ouvrent à certains moments. Donc, bon, si tu connais la date et tout, c'est plus facile de faire certains travaux dans ces moments-là, quoi. Une date. Ça. Et en tout cas, il y a eu pas mal de présages, d'avertissements, et toutes les apparitions mariales. C'est intéressant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, puisque tout à l'heure, tu nous disais bon, voilà, l'image de l'archange, la statue ici dans le pub. Maintenant, on a parlé des découvertes de certaines statues, que ce soit pour l'église qui fait partie de l'une des étapes du sentier de Notre-Dame de Douleur. Il y a la Vierge, l'apparition de la Vierge à Fatima dont tu as parlé. Toutes ces apparitions ou ces connotations, s'il en est, aux apparitions mariales. Comment tu envisages ça, toi, qui a l'air de prendre ça pour ce que c'est, des énergies, des archétypes, et sans pour autant vouloir les enfermer dans un dogmatisme. Oui, c'est marrant que t'en parles parce que justement, pas très loin d'ici, à Pontmain, il y a eu une apparition de la Vierge quand c'était au début du XXe siècle. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais j'y suis allé avec mes enfants justement l'autre fois faire une visite. Mes enfants, voilà, qui étaient venus avec le ballon de foot, le chien, et puis on va se promener à l'église. Il n'était pas question forcément d'assister à une messe ou quoi, mais en arrivant dans le lieu, j'ai vraiment été saisi d'une énergie, d'une ambiance, d'une atmosphère vraiment appréciable, quoi, apaisante. Je me suis senti bien, quoi. Puis c'est pareil, c'est surprenant, c'est au milieu de nulle part, quoi, dans le bocage normand, et puis d'un coup, tu as une énorme église avec un sanctuaire de pèlerins, et puis elle est apparue à des enfants, quoi, au-dessus d'une grange. On peut aller voir apparition de Pontmain sur Internet, dans un manteau avec des étoiles dessus, et puis une croix, un Christ, un message écrit. Et oui, et j'y suis allé parce que un copain du pub est passé boire un verre, et puis je lui disais d'où tu viens. Il fait moi j'ai un petit spot pas loin d'ici, c'est à Pontmain, il y a un petit vortex là-bas, je m'y pose sur ma terrasse, je suis bien, ça me détend. Je suis bon et tout. Enfin lui il appelait ça un vortex, quoi, tu vois. Il fait il y a la Vierge qui est apparue là-bas. Bon. Donc je suis allé voir et ben oui, il y a un mystère, quoi, parce que quand même, quand tu lis l'enquête historique faite à l'époque, il y a eu des commissions d'experts du Vatican qui sont venus. Toi, tu construis pas un tel édifice non plus juste sur des oui-dire, parce que des enfants ont dit j'ai vu la Vierge. Non, c'est le village entier qui l'a vu. Et des commissions, enfin, il n'y avait pas de commission psychiatrique à l'époque, mais je pense qu'ils avaient aussi les moyens quand même de voir si c'était du flan ou pas. Ou alors pourquoi ils ont choisi un village paumé comme ça, toi, pour faire ça, ça n'a pas de sens, quoi. Donc là, ouais, non, il y a un mystère. Ouais, j'ai pas. Pas de message qui a été délivré à la juste l'occasion d'apparaître. Il faudra aller voir sur Internet. Si, il y a un message décrit, un petit message, mais en rapport avec Jésus. Je suis désolé. Là, non, on a bien bossé sur l'interview. J'ai plus tous les neurones, mais ouais, c'est vraiment un charmant petit village. Et voilà, et en plus je suis arrivé, il n'y avait que des enfants, quoi, qui jouaient là, et puis des scouts, des enfants, enfin je sais pas, toi d'habitude, justement, les images un peu vieillissantes de l'église, d'un coup toute cette jeunesse, cette joie, toi, même mes enfants, il y a des enfants qui vont à l'église, toi, ils étaient même surpris eux, parce que quand j'ai de temps en temps, j'ai dû les emmener 2-3 fois, toi à chaque fois c'est long, et là ils voyaient des enfants jouer, on a fait un petit tour dans l'église, on a fait le tour du parc, c'était... Alors là aussi, voilà, mais même si c'est que ça, c'est beau, quoi. Tout. Après, voilà, je ne suis pas allé chercher des connexions forcément avec le phénomène OVNI ou des choses comme ça. J'en sais rien. Moi, j'ai envie de prendre des fois les choses tout simplement pour ce qu'elles sont, quoi. Peut-être. Pas de problème. C'était pour savoir comment tu te positionnais du moins, au regard de ces représentations, de ces images qui peuvent être symboliques. Moi, c'est des images qui me parlent. Après, c'est vrai que ça peut déranger dans le pub. Bon, mais c'est mon univers, quoi, un petit peu. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, bien évidemment. Si je dis ça, c'est pour les internautes, parce que finalement, il pourrait y avoir des difficultés, ce qui est légitime, et c'est pour ça que quelque part, le fait de t'exprimer pour toi, c'est un exercice de style qui n'était pas évident, parce que tu figes les choses et que ne pas s'attacher aux images que les gens peuvent recevoir de tes propos,
qui sont très émouvantes finalement dans ton esprit toi-même. Tu le dis, c'est comment pouvoir apprécier d'avoir la statue d'un archange, d'avoir je sais pas, peut-être des photos de la Vierge, mais en même temps de ne pas être un catholique, entre guillemets, à proprement parler, d'aller à la messe. Là, en l'occurrence, puisque j'en ai fait plusieurs avec toi, quand on arrive au Mont-Saint-Michel, et même si tu proposes aux gens, à titre informationnel, voilà, là, nous venons d'arriver, il y a une messe avec le Père Riton, qui est un phénomène, et certains, effectivement, ne viennent pas, mais là aussi, c'est pas la messe telle qu'on peut l'imaginer. Avec le Père Riton, c'est incroyable, déjà, un prêtre comme ça, putain, ça existe encore de nos jours. Waouh, waouh. Et de voir l'énergie du groupe qui a eu l'occasion de marcher tous ensemble durant 4 jours et de ce qui s'est créé. Ça prend sens, quoi, là, vraiment, c'est une messe qui fait sens. Et des pleurs, des rires, de la joie, c'est incroyable d'avoir quelque chose d'aussi vivant. Avec des gens qui n'étaient pas rentrés des fois dans les églises depuis des vingtaines d'années, qui étaient des gens, voilà, mais là, ça prend sens parce que, voilà. Ça prend sens. Et puis rien que de s'asseoir sur un banc, de toute façon, on est content, quoi, de se retrouver. C'est pour ça, des fois, les gens ils se mettent là, mais d'un coup, ils sentent les choses, parce qu'on n'a plus les masques, on n'a plus nos crispations, que quand tu arrives au Mont en bagnole et puis que tu tapes la foule des touristes, et puis que tu es là, tu es assailli, tu te poses là, les fâches, les glaces à la crème. Là, on est ensemble, on a vécu une aventure, quoi, parce que c'est vraiment une aventure, le sentier. Tu vois, on n'a jamais eu deux de pareil. À chaque fois, moi, je remets tout en jeu sur un sentier, parce que je rentre dans le jeu avec les gens. Je me mets en danger, entre guillemets, parce que moi aussi, je me mets en marche avec eux, avec mes blessures, avec les vagues que je traverse aussi de ma vie. Enfin, c'est un sentier qui me voit grandir, quoi. C'est très rigolo même de me voir grandir à travers de ce sentier-là et vieillir aussi, quoi, prendre un peu d'âge, quoi. Ouais, alors moi sinon oui, je me sens aussi quand même chrétien, quoi. Je suis baptisé. Après, tu vois, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Voilà, tu sais, on dit le Christ, l'alpha, l'oméga, quoi. Tu vois, j'ai peut-être eu besoin justement de m'écarter de chez moi, d'aller voir l'herbe est plus verte ailleurs, et puis d'aller voir au début en me disant la sagesse, et puis en fait, elle est dans l'ici et maintenant, elle est là, et il n'y a pas de quête, quoi. En fait, c'est rigolo d'arriver à cette conclusion après le récit d'une telle quête, en fait. Initiatique. Et moi j'adore les quêtes, tu vois, j'adore les jeux de rôle, même sur les jeux vidéo, tu vois, ce truc, la quête, le trésor, gagner de l'expérience, choper des levels. C'est ce qui m'amuse le plus, toi, si je dois faire des trucs comme ça. Et dans l'écriture, j'aime cette dimension de la quête chevaleresque, la quête arthurienne. Et pourtant, ouais, la quête, c'est qu'il n'y a pas de quête, quoi, parce que tout est là. Et à la limite. Ça rejoint un peu cette idée d'autoroute, tu vois, mais voilà, des fois on a besoin de naviguer autour, de quitter la maison du père. De quitter, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Le fils prodigue, ouais, qui part et qui revient, donc voilà, moi je suis profondément heureux de m'être réconcilié aussi avec ma propre tradition, quoi, parce que c'est mieux, quoi, toi, que de garder des rancunes, des colères, parce que voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Toi, je suis parfaitement conscient des problèmes du Vatican, l'Opus Dei, de toutes ces magouilles. Les médias, ils sont forts pour en mettre en plus là-dessus, quoi. Se demander même s'il n'y a pas une volonté de destruction aussi de la tradition chrétienne de l'Occident, quoi. Tu vois, des scandales pédophiles, tout ça, des choses. Les églises qui sont détruites là. Avec les églises, on voit des tractopelles qui détruisent des églises, quoi. C'est des visions apocalyptiques, quoi. Pour le coup, c'est vraiment, moi, ça m'a radical. Ouais, c'est entre ça plus les CRS en Robocop. Enfin, des fois, on assiste à des images aujourd'hui en termes de symboles, de force visuelle. Tu te dis, ouais, sûrement que c'est toute la lignée hollywoodienne qui nous a préparé à ça, quoi. Maintenant, il faut vraiment un impact fort pour faire réagir les gens, quoi. Mais voilà, en tout cas, de me réconcilier, moi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, pour toi, cette notion, peut-être que tu as entendu être mentionnée à de nombreuses reprises, sur l'accélération du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas ? Oui, comme tout le monde, je l'éprouve. Après, moi, c'est vrai que je suis sur une explication. J'en parlais l'autre fois avec Noé, justement, parce que il a 10 ans, mon fils.
Et il trouve, et avec Marin aussi d'ailleurs, son Benjamin, et voilà, il trouve le temps passe pas vite, et je leur explique, ouais, mais tu sais, quand tu grandis quand même, le temps, ça passe plus vite. Et comme j'étais infirmier, moi, au collège, souvent j'avais des témoignages d'enfants, je leur disais, mais tu vois, alors, je me suis séparé de ma copine, et il me fait, ah, c'était il y a longtemps, je lui fais, mais c'est il y a combien de temps? Il me fait, bah, c'était le mois dernier, toi. Et pour nous, un mois, c'est vrai que ça passe très vite. Mais en fait, moi, j'aime bien, je suis adepte de l'explication toute bête rationnelle, qu'une année, quand t'as 2 ans, c'est la moitié de ta vie, quoi. Et qu'une année, quand on a 50, eh ben, c'est un cinquantième, quoi. Enfin, c'est 0,2%, donc c'est 2%, pardon. Donc voilà, c'est normal que ça passe plus longtemps quand t'en as moins sous le pied que quand après t'en as 50 ou 90 ans, effectivement, et ça doit tourner encore plus vite, quoi. De plus en plus vite. Mais c'est la vie qui est initiatique et qui est aussi peut-être construite comme ça, il n'y a pas forcément. Voilà, donc pour toi, sur cette idée qu'on est dans des temps dits accélérés, on regarde, entre guillemets, l'apocalypse. Plus on s'intéresse à l'histoire, quand même, plus on se rend compte que c'est toujours la même histoire qui s'écrit à toutes les générations, quoi. Nous, on aimerait bien, des fois, peut-être être la génération de l'élu, la génération qui vivrait une apocalypse globale, plus fait que... Ouais, une façon de nier un peu notre propre mort aussi, quoi, parce qu'on va tous mourir, on va tous disparaître, quoi. Donc c'est vrai, un feu d'artifice final avec une accélération de temps. Ouh, on y va tous. Bon, ça j'ai la gueule. Bon, Il est ouf, il est fou. Dans les faits, tous ceux qui attendaient 2012, je me dis, il y a des mecs qui sont morts le 21 décembre 2012, quoi, d'une connerie d'accident, quoi. Et puis, bah, ouais, ils l'ont eu leur 21 décembre 2012, donc on est tous sujets à ça. Et là, on revit des temps, si tu t'intéresses à l'an 1000, les millénaristes aussi, il y avait même les mouvements émergents, comme ces nouveaux pèlerinages dont on parle un petit peu là du sentier, il y avait ces courants d'ensauvagement aussi au début du millénaire. Donc toi, c'est toujours qui se luttait aussi contre un pouvoir, c'était pas le biopouvoir comme il est là, mais... Bon, mais là, après, il y a une particularité quand même de cette fin d'époque, c'est l'accélération des courbes, quoi, exponentielle quand même en termes de connaissances, quoi, qu'on voit que Internet, ça grandit. Enfin, c'est combien de bibliothèques, l'équivalent de millions de bibliothèques, la démographie, voilà, 7 milliards, 10 milliards, jusqu'où ça va aller. La puissance de destruction de nos armes aussi. Enfin, bon, on est sur un truc... Tu fais référence ou écho au calendrier Maya aussi sur la notion de fin des cycles. Donc, cette notion d'accélération du temps aussi. Kalman, qui parle de ça. Ouais. Alors peut-être que tu peux l'associer sur le fait que non, il n'y a pas spécialement une accélération qui se fait, mais en tout cas, la fin de ces fameux cycles qui s'achevaient au 21 décembre 2012, et amenant avec elle, j'entends la fin de ces cycles, avec eux une accélération, si on peut le dire, de ce polissage de nos sphères, sur le fait que finalement les couches de l'oignon, autant dans une vie au Moyen-Âge à dissolver ou à peaufiner, tout était plus long. C'était plus long. Une vie pour une couche, et maintenant, vu la vitesse de l'information et comment finalement peut-être tout est en miroir les uns des autres, on voit que... C'est possible qu'on arrive à un effet de seuil quand même. Moi, je pense à un moment, c'est ça, quoi. Peut-être un effet de seuil, quoi. Et effectivement, on parle de la fin des temps, quoi. Mais on est dedans, quoi. Même d'un point de vue historique, il y a plein de philosophes qui s'interrogent sur ça, sur la fin des temps de l'histoire, la fin de l'histoire, quoi. Il y a moins 3 minutes avant la fin du monde. Il n'y a plus... ouais. C'est vrai que là, on arrive d'un point de vue savoir. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dévoilées. Il n'y a plus qu'à, quoi. Et en même temps... Donc il y a vraiment un tout petit déclic. Et je vois aussi à titre personnel, toi-même dans mon évolution personnelle, voilà, c'est... Tu peux... Oui, alors donc, ça fait écho à cette nouvelle singularité ou nouveau paradigme recherché par la fraternité de l'atome. Et ça, c'est très concret pour le coup, puisqu'il y a une université qui a été créée, de Singularity University, financé par des grands groupes industriels comme Google, Nokia, la NASA. Intéressant, alors que recherche-t-il ? Eh bien justement, c'est parmi cette nouvelle singularité développée par Ray Kurzweil. Oui, qui est très célèbre. Enfin, Transhumanisme, c'est pas rien. Et effectivement, ils sont nombreux à être dans cette optique-là de la vision de l'avenir.
Il y a des gens qui disent, là, dans le courant transhumaniste, que bon, il s'agit de survivre encore 10 ans pour être immortel, grosso modo 10-20 ans, quoi. Vu l'explosion de l'information, du savoir, de la connaissance, voilà, il y a un moment, on va arriver, ils appellent ça la singularité, quoi. Alors ça va être soit l'apparition de l'intelligence artificielle, soit ce nouveau paradigme, ou soit une découverte technologique qui nous rendrait immortels. Bon, mais eux, ils sont dans ce courant-là matérialiste, quoi. C'est juste ça qui... Utiliser des ersatz de ce que l'être humain aurait la possibilité de faire, juste avec la puissance de sa Alors conscience. que Steve Jobs disait que la plus belle invention de la vie, c'était la mort aussi, quoi. Et les derniers mots de Steve Jobs sur son lit de mort, c'était waouh. Waouh. Donc cette idée que, bon, est-ce qu'on craint le plus, en fait, c'est pas ce qui nous permet aussi d'évoluer le plus, ou en tout cas, je sais pas, ça fait des fois, voilà, on verra les directions que ça prend, mais je pense qu'il y aura toujours une résistance. De toute façon, s'il y a un courant qui part là-dedans, il y aura encore un courant encore plus naturaliste, de sauvage, de stalker, qui sera là aussi pour essayer des stalkers, pour essayer de trouver un chemin d'harmonie au milieu de tout ça, quoi. Parce que voilà, la science a fait des miracles aussi, de chirurgie, de médecine. C'est certain. Les premiers ont bénéficié. Des très bons outils qui nous aident bien, comme tu le disais, dans la vie du quotidien. Tout jeter, hein. En même temps, dans cette idée d'apocalypse ou tant de révélations, ils ne sont pas les seuls à se lancer dans cette vision d'accélération et de le fait qu'il y ait une fin proche de quelque chose, d'une vision, d'un paradigme, avec ces fameuses bibliothèques de graines, dont une qui se trouve au Danemark sur une île. Est-ce que pour toi, ces différents éléments-là aussi montrent que, en plus surnommé la bibliothèque de l'Apocalypse, comment est-ce que tu vois ce genre de choses? Est-ce que pour toi, c'est aussi un des éléments qui montre bien que nous serions vraiment à un tournant décisif Et ça rejoint un petit peu ces visions qu'on dit politiques, quoi. Imagine, toi, on est gouvernant, on a plein pouvoir, on a des budgets, des enveloppes de milliards d'euros. Dans ton équipe de conseillers, il y a forcément quelqu'un peut-être qui va te dire « et si ça arrivait, quoi ?» Et puis tu es obligé de l'entendre quand même. « Et si, pourquoi pas ? Est-ce que ça vaut quand même le coup de le construire, quoi, peut-être, toi ? C'est pas forcément une intervention machiavélique qu'il y a derrière. C'est aussi de préservation. Après, en termes romanesques, pour les auteurs, ouais, c'est du pain béni aussi, ça, parce qu'il y a plein de supputations qui peuvent être faites, toi, mais j'ai pas de... Là-dessus, je suis désolé de ne pas apporter de certitude. Comme des fois, les gens viennent marcher avec moi et me dire « Bon, alors, on a marché sur la Lune ou pas ?» Je sais pas. Bah ouais, pourquoi pas. Ah, mais bon, c'est toujours pareil, c'est à qui on s'adresse pour ceux qui font les fameuses recherches et en même temps, pas jeter l'eau... le bébé avec l'eau du bain, il peut y avoir des trucs intéressants, même dans les trucs des fois les plus absurdes. Et comment séparer le bon grain de l'ivraie? Bon, en admettant que les sujets vous passionnent, faut du temps, faut de la patience, aucune certitude, de voir comment le puzzle augmente petit à petit. Et pour, à la finale, vous dire que la quête, il n'y en avait pas réellement, et que qu'est-ce qui est important? Pas grand-chose, si ce n'est l'instant présent, d'avoir un cœur ouvert. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bertrand, aujourd'hui, tu nous rappelles, c'est la 7e année de Sentier. Oui, c'était en 2009 la première fois, après l'apparition du livre en 2011, donc, où là ça a commencé à prendre une autre tournure, parce qu'au début, vraiment, c'est ça, je suis parti marcher donc, à 4, après des copains, et des fois tout seul, même ça m'est arrivé, parce qu'après il y a eu des inscriptions de gens que je ne connaissais pas, parce qu'ils avaient lu le livre, et ils me disaient « Ah bon, c'est vrai, ça existe vraiment, ce truc-là, on peut venir marcher ?» Je faisais « Bon, bah ouais, si tu veux, viens, je t'accompagne, on y va ensemble. » Moi, je préfère marcher avec quelqu'un que marcher tout seul, donc je marchais pour une personne, pour 2 personnes. Une fois, il neigeait, personne n'était venu, mais je l'ai fait quand même. Toi, il y a cette idée quand même de sentier qu'on a défriché un petit peu à la machette, même si c'est pas moi qui ai fait tout le boulot. Il faut aussi replacer l'association des chemins de Saint-Michel, qui a fait le travail dans les archives et qui a retrouvé tout ça, quoi. Moi, j'ai dépoussiéré et puis je l'ai activé un petit peu en marchant dessus, parce que c'est pas le tout de faire les sentiers, il faut marcher dessus. Et c'est un chemin qui est très peu fréquenté. Si tu pars d'ici ou de Paris, tu pars tout seul, tu arriveras tout seul encore. C'est très authentique. C'est pas comme Saint-Jacques où il y a 50 pèlerins par jour. Donc, d'où l'intérêt de créer des groupes. Moi, c'est pour ça qu'après, j'ai mis une date tous les mois de mars à novembre, parce que l'hiver, les jours sont courts, c'est un peu rustique, quoi.
mais en disant, bah voilà, moi je pars marcher, et puis vient qui vous voulez, et puis on n'est pas obligé de se parler, enfin, ça se fait au feeling, quoi. Et pareil, pas après pas, ouais, c'était... Donc, c'est fou, j'aurais jamais imaginé ça, quoi, qu'il y ait autant de monde. Donc aujourd'hui, année 2016, première année où il y a 2 sessions de marche vers le mont par mois. Ouais. Donc, et il y a en moyenne pour l'instant une quarantaine de personnes pour chaque groupe, ce qui est énorme, quoi. Ouais, enfin là on est Quand plus, même, quoi. non, on est plus sur 20. Enfin, on rejoint. Parce que pourquoi on est passé à 2 par mois? C'est parce que l'année dernière, on était vraiment arrivé à une cinquantaine, soixantaine de personnes par mois, quoi, quand même, sur un sentier. Et là, moi, j'ai tendance à dire, plus il y a de gens, enfin, parce que souvent, des gens, voilà, surtout que le bouquin est écrit comme ça, un petit peu ce trip initiatique solitaire avec la relation du maître et du disciple. Donc, des gens me disent, ah non, mais moi, je peux pas marcher dans un groupe, quoi. Et je le comprends parce que j'étais sauvage aussi, comme ça aussi, un petit peu. Moi, toi, j'étais besoin d'être seul, enfin, des trucs de thérapie de groupe, toi, ça m'a jamais plu, quoi, vraiment. Et en même temps, j'ai évolué aussi par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte vraiment C'est l'effet miroir. ouais, de l'effet miroir du groupe et de l'enrichissement que c'est de vivre ensemble. Et justement, les gens qui sont dans la spiritualité, des fois, j'ai envie de leur retourner la question, quoi. Mais si on n'arrive pas à s'aimer à 20, comment tu arriveras à aimer la planète entière, quoi? C'est beau d'avoir des discours d'amour, quoi, mais on commence par soi-même, et puis après, c'est important de s'ouvrir et de passer du jeu au nous, justement. Le nous, on est ensemble, quoi. Et bon, alors voilà, donc plus il y a de gens, plus ça marche généralement. Parce que même au sein du groupe, il ne faut pas croire, il y a de la place sur le sentier. Et puis on n'est pas à l'armée, on n'est pas là à faire un saut d'un clairon. Chacun, voilà, on essaie juste de garder quand même quelqu'un dans le viseur pour ne pas se planter à l'intersection. Mais ça fait des micro-groupes au sein du groupe. Et c'est même le soir, c'est vraiment c'est joli à voir, quoi. Ces villages éphémères qui se construisent. Alors il y a un endroit où on parlait yoga et on va faire du yoga, un autre. Un atelier de massage, soins d'ampoules, d'autres qui vont soigner leurs ampoules, d'autres qui vont être au bistrot, qui boivent des canons, d'autres qui vont faire un feu. On se met bien, et puis ça fait des micro-groupes, chacun navigue dedans. Donc, et même moi, on pourrait me dire, ouais, c'est plus dur à gérer, parce qu'on est monté, donc marche ici maintenant, on était 85 personnes. Donc là, un groupe assez impressionnant, quoi. Et que ça pourrait me demander de plus de travail, mais en fait, moi, voilà, après je suis épaulé parce que maintenant avec tous ces gens qui sont revenus marcher, toi ça crée une équipe justement de chevaliers un peu. Il y a cette dimension un petit peu avec des gens qui commencent à prendre le bébé en charge aussi. Et puis ouais, ça me soulage parce que c'est moins pyramidal, toi, sur un petit groupe, voilà, toi, on va mettre Bertrand Leroy au-dessus là, puis vas-y, raconte-nous ton histoire, Père Castor. Bon, j'aime bien le faire, mais toi, ça me lasse aussi. Et puis c'est ma vérité, ce que je dis. Et le rôle du sentier, c'est pas d'amener les gens vers ma vérité, mais de rencontrer la leur, quoi. Donc pour ça, rien de mieux que les miroirs d'un groupe pour évoluer, quoi. Parce que voilà, moi j'ai des trucs à dire, toi, mais là, ça fait 6 heures qu'on parle, grosso modo. J'ai bien dégrossi le truc, toi, sur un sentier, sur 4 jours, c'est bien d'avoir d'autres éclairages. Donc ce côté-là, plus il y a de gens, plus ça marche. Ouais, c'est vrai. Après, il y a malheureusement une certaine taille limite aussi de point de vue logistique. C'est-à-dire que déjà, même d'un point de vue préfectoral, au-delà de 70 personnes sur la voie publique, il faudrait faire une déclaration. Et puis quand on arrive dans les villages, après, c'est un peu... Voilà, les boulangers, ils sont embêtés, quoi, tu vois, parce qu'ils ont leurs habitudes. Ici, on est encore vraiment dans des petits villages ruraux. Ils sont contents de revoir de la vie parce que c'était des villages qui ont besoin de ça. Toi, les maires sont contents de réaccueillir. Ils sont en quête aussi. Toi, c'est pour ça que je crois qu'il y a aussi une volonté. Il y a plein de gens qui sont de bonnes intentions, même dans la politique aussi, qui cherchent des moyens de faire revivre les villages, de leur donner du sens, de réenchanter. Bon, mais quand tu as 70 personnes qui prennent le pain, bon, bah, pour les habituer, il n'y a plus rien le lendemain. Alors ils me disent, ouais, il faut prévenir, mais moi, le principe, c'est la réservation, c'est pas obligatoire forcément, c'est open source le sentier. Je me vois pas dire, ah, bah, si tu veux venir au Mont-Saint-Michel, il faut venir t'inscrire au Secret Night. Bah non, c'est un chemin, c'est public, vient qui veut. Et ça, bon, pour les villages, toi, c'est donc. Ouais, Donc on a préféré faire 2 par mois, comme ça, grosso modo, entre 20 et 30 personnes pour chaque groupe. Quoique. Ouais, si c'est ça. Le plus petit groupe, on a eu 10 personnes au mois de juin. Le premier sentier de juin, il y avait un petit groupe de 10 personnes, dont 3 accompagnateurs. Donc on essaie d'être plusieurs à accompagner, c'est plus facile aussi. Puis l'accompagnateur apprend aussi, en fait, c'est ça. C'est toujours. Au début, on le fait pour soi, après on le fait pour les autres, le sentier. C'est agréable aussi, une fois qu'on est aguerri, affûté, de pouvoir
de pouvoir partager aussi Donc d'une ça autre recrée façon. du lien social. En même temps, comme tu le disais, au fur et à mesure de ceux qui sont venus marcher au fil du temps avec toi, certains sont devenus guides. Mhm. Euh, le village de Champs Secrets se voit trouver des personnes qui sont venues marcher, qui étaient en Allemagne Berlin. ou ailleurs, un peu en France, et qui décident de venir s'installer à Champs Secrets, que ce sentier soit une partie de leur vie, de ce qu'ils ont nourri chez eux puisse rejaillir dans cet art de vivre. Mhm. C'est une belle aventure qui aujourd'hui prend forme. Tu viens d'être papa d'une petite fille. Mhm. Dans ce sens aussi, c'est une sacrée incarnation. J'allais dire que ce sentier aujourd'hui, de ce qu'il est devenu, de ce que ça implique, comme mode opératif, hein, puisqu'on parlait d'une technologie, et de voir les effets que ça donne du bien-être chez bon nombre de personnes, que j'ai eu l'occasion moi-même de voir déjà comment ça a pu m'aider à transformer ma vie, de voir comment ça a aidé la vie de bon nombre de personnes que je connaissais, que j'ai suivies par la suite, pour voir comment le sentier s'était déplié dans leur propre vie en retour Ouais, chez t'as fait. eux. Moi, c'est un truc que j'ose pas faire d'ailleurs, parce que c'est un truc, toi, je suis prudent par rapport à ça, mais c'est vrai que C'est ce que énorme. j'aime, c'est le sentier, toi, on se retrouve, mais c'est Mm. éphémère, quoi. C'est Mm. des zones d'autonomie temporaire, Ouais, ouais. éphémères, et après, chacun rentre chez soi, quoi, Mm. tu vois. Et ça, j'aime bien cette liberté, et Ouais, j'ose pas waouh. toujours aller reprendre les gens, toi, parce que je prends Ah des ouais, ouais, nouvelles, bon, ouais, après, ouais. Mm. voilà, ça me fait toujours. Et j'adore avoir des nouvelles, parce que des fois, j'ai vraiment des surprises sur les C'est, répercussions dans la vie des gens, quoi, que ce soit pour ma part professionnel, aussi, de ce que j'ai pu en voir, c'est amoureux. assez extraordinaire. Donc, waouh, 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 je suis très heureux, en tout cas, quand la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu l'occasion de parler de ton livre, ouais, et puis aussi de ce que tu dégages, où je me connais bien dans ce que tu véhicules, et d'avoir apposé ma toute petite pierre à ça aussi. Je suis très heureux qu'il y ait autant de gens qui puissent profiter, et en même temps, à travers cette interview, de mieux saisir d'un point de vue intellectuel ce qui s'opère, pour mettre en mots un peu plus la magie qu'ils vivent sans qu'ils s'en rendent compte. L'occasion de transmettre aussi un savoir oral, Mhm. peut-être auprès de leurs enfants, de leur raconter des contes, Ouais. des histoires qui trouveront peut-être écho chez nos Châtelles Blondes plus tard, quand ils viendront faire ces nouveaux rites de passage en marchant comme au Moyen-Âge vers le Mont Saint-Michel. Ouais, c'est ça, c'est Voilà, le nouveau pèlerinage. un Quoi. nouveau pèlerinage. Ouais. Maintenant, j'ose l'appeler comme ça un petit peu. Quoi. Toi, au début, je disais une marche, toi-même. Avant, je sais comment je peux parler de ça. Quoi. Est-ce que c'est une marche, c'est une randonnée, c'est un pèlerinage? Non, c'est un nouveau pèlerinage. Quoi. C'est une réactualisation d'un truc qui est millénaire en même temps, mais qui a toujours fait du bien à nos sociétés. C'est des soupapes, même pour Paris. C'est vrai qu'on est à moins de 2 heures de Paris. Donc, tu te dis, mais les gens qui sont dans un mal-être, venez, offrez-vous 4 jours. C'est 4 vraiment. jours. Alors, puisque oui, en plus, les tarifs. C'est sur du don, on n'est pas là pour. Oui, non, ça nous fait plaisir. On a tous nos métiers à côté, on travaille. Moi, je suis infirmier, j'ai le pub, j'ai mes enfants. Enfin, je le fais parce que, voilà, moi, c'est mon yoga quelque part aussi. C'est ce qui me permet, moi, de me garder en forme, toi. Parce que si j'avais pas ça dans le pub, ça serait plus difficile, quoi. Toi, c'est ma soupape, quoi. Moi, quand je sors dehors, hop, je regarde vers l'ouest et je me dis, bah oui, il y a 4 jours de marche. Il y a le mont, et puis j'ai ce film avec ces 800 personnes qui sont marchées, toute cette aventure humaine qui se déplie devant moi, et c'est beau à voir. Peut-être une prochaine fois de faire la marche Paris-Notre-Dame, Mont-Saint-Michel, avec tous ceux qui jusqu'à maintenant ont eu l'occasion d'user leurs chaussures sur le sentier durant ces 4 jours. Peut-être que là, en partance de... 800 sur les chemins, là. Partir, oui, mais après, voilà, mais après c'est là qu'on rentre aussi dans des répercussions politiques et tout. C'est un point de vue société, toi. Mais des fois, il suffit d'une minorité pour changer le monde, quoi. Et la marche, ça a toujours été un vecteur d'un changement. C'est une façon pacifique, non violente, écologique. Est-ce que tu oseras franchir le pas alors? Mais je pense que c'est pas à moi de. C'est pas que ta volonté soit faite. Allez, amen. Amen. Bertrand Leroy, notre invité dans le cadre de ce magazine Quantique Planète aujourd'hui. J'espère que vous avez pris un grand plaisir à le découvrir sous un nouveau jour. Peut-être pour ceux qui le connaissent, sont venus marcher, comme ceux qui ne l'ont jamais fait.
et que peut-être justement cette émission vous ait donné envie de passer de l'intellect, du mental, à concrètement le mode opératoire, et c'est magique. Mais qu'est-ce que la magie? Venez expérimenter par vous-même, un pas après l'autre. Vous allez voir, c'est génial. Bertrand, un grand merci, vraiment. Merci, C'était Laurent. du pur bonheur que Ouais, de ça fait vivre cette plaisir. Ouais. émission avec toi, comme toujours, de ce qu'on peut partager. Donc, je te dis merde pour la suite. Écoute, le meilleur à toi. Bah écoute, on est là. À Merci. bientôt. Bonne fin de journée à vous, ou de nuit, je ne sais pas, selon là où vous en êtes, sur Internet où le temps n'existe pas. Bye bye. Bye bye.